Donc voilà, donc Didier Torny, sociologue à l'INRA, directeur de recherche. Je te présente toi-même ou je te présente? Bon, je peux me présenter. Vas-y, vas-y. Je devrais y arriver. Oui, j'ai vu. Donc, Emmanuelle Filion, je suis également sociologue et je suis maître de conférence à l'Université de Brest, actuellement en disponibilité à la Maison des sciences sociales du handicap à Paris. Voilà, on va y arriver. On a sur l'écran, c'est drôle, on l'a sur l'écran de contrôle et on l'a pas là-haut. Voilà, ça y est, ça marche. Donc, on va vous présenter une recherche qui est en fin de course, mais qui n'est pas encore achevée, et notamment la partie qu'on a travaillée pour cette présentation. Voilà, donc on est ravis d'avoir votre retour. Donc c'est une recherche qui a été financée par le Programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Donc voilà, il y a maintenant 3 ans. Qui porte donc sur l'histoire française du Distilbène, dans laquelle il y a 3 volets. Et on insistera ici particulièrement sur le volet de l'expérience sociale et médicale des personnes, et dans ce cas-là, des descendances des femmes, notamment, dites filles de Distilbène. Je vais clarifier ça dans un instant. Donc le Distilbène, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, donc ça n'est pas la thalidomide. Donc c'est un médicament qui a été donné aux femmes enceintes notamment, donc une hormone synthétique, qui a été développée en 1938 par un chimiste anglais, sans régime de propriété intellectuelle, pour revenir à ce qui a été dit ce matin, donc qui a été développée par différentes entreprises, qui a été prescrite dans des tonnes de prescriptions à partir du début des années 40 aux États-Unis, et notamment la prescription de prévention des fausses couches. Donc des millions d'Américaines l'ont eu, mais également des millions d'Européennes. Ça s'est poursuivi un peu partout, y compris en Afrique, à des dates assez tardives. Donc ça a été vu comme une pilule miracle qui permettait donc d'éviter les fausses couches et donc d'avoir des enfants. Je vous passe outre toute l'histoire américaine entre 48 et 71, où il y a de nombreuses alertes sur l'effet délétère de ce médicament chez les femmes enceintes et ou leurs descendantes, notamment à travers des expérimentations animales et des essais contrôlés. Pour sauter directement à 1971, où il y a un papier donc, de Herbst et de son équipe dans le New England Journal of Medicine, qui est un papier d'épidémio et qui démontre la forte corrélation entre la prise de ce médicament et l'apparition d'une maladie extrêmement rare chez des jeunes filles, qui est donc le cancer du vagin à cellules claires. Donc ce cancer apparaissant chez des jeunes filles allant de 8 ans à 25 ans. Voilà, donc ils ont publié ça. Tout le monde considère que c'est une alerte extrêmement grave aux États-Unis, qui conduira à la fin de l'année à l'interdiction, à l'interdiction de prescription du Distilbène sur les femmes enceintes, mais aussi à la constitution aux États-Unis d'un certain nombre de cohortes qui vont être suivies. Et ce suivi de cohortes va permettre de voir non seulement ces résultats délétères, donc cancéreux, chez un petit nombre de filles, mais également d'autres manifestations qu'on peut considérer comme moins graves, parce que par exemple, pas mortelles, mais néanmoins ayant un certain impact, comme des malformations génitales, et notamment l'utérus hanté, très caractéristique, ici. Donc chez les filles, donc des résultats qui apparaissent là vers 77-78, et au fur et à mesure du temps, nous sommes aujourd'hui en 2013, on a de plus en plus de résultats sur la descendance, et par exemple également sur les petits-fils, cette fois-ci, donc les fils de leurs filles, de ces filles. Donc leur grand-mère a pris du Distilbène pendant leur grossesse, qui présentent plus que d'autres jeunes enfants des malformations de l'appareil génital masculin, puisque ce sont des garçons, donc sous la forme de ce qu'on appelle en général l'hypospadias, voilà, qui, du point de vue clinique, donne lieu à des classifications très différentes. Vous avez ici ces magnifiques images. Et donc, au total, on a effectivement toute une série d'effets avérés chez les filles, ici, donc FIDES, deuxième génération, mais également chez les fils. Donc tout ça résulte notamment de l'épidémiologie américaine et néerlandaise, et chez les petits-enfants. Donc voilà tout un tas d'effets avérés. Et là, si vous voulez, on n'est plus dans la médecine personnalisée prédictive qui va vous dire « Oh, moi, j'ai peur des maladies qui vont venir ». On a plutôt des femmes, des jeunes femmes ou des femmes plus âgées, des enfants de tout sexe qui ont des maladies
mais qui en général ne connaissent pas leur statut, le fait qu'ils ont été exposés, ou les conséquences de cette exposition. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un décalage temporel qui est intéressant en lui-même. C'est-à-dire qu'entre les États-Unis et la France, en fait, si vous regardez les courbes ici, qui sont les courbes de prescription, je précise que ce n'est pas à la même échelle. Donc, qui a baissé aux États-Unis dès les années 50, avec notamment le recul de la théorie hormonale des fausses couches au profit d'une théorie génétique chromosomique. Mais en France, on continue jusqu'en 71. Vous voyez que ça baisse en 71. Jusqu'en 77, en fait, il y a des prescriptions jusqu'en 82. Pourquoi? Parce que le médicament n'est pas du tout interdit en France ou déconseillé aux femmes enceintes jusqu'en 76-77. Vous avez tout ça dans un papier à paraître, magnifique, donc soumis à une très bonne revue, qui traite de la question de l'ignorance et de pourquoi... Alors que nous, on voulait faire en fait une histoire de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a appris du Distilbène et comment ça sert aujourd'hui pour traiter de la question des perturbateurs endocriniens. En fait, on a plutôt comment on n'a rien appris du Distilbène, comment personne n'est au courant, comment les médecins ne savent rien, ne font rien, et comment les personnes se retrouvent dans des états divers et variés, mais le plus souvent de méconnaissance, soit de leur statut, soit des effets de cet éventuel statut. Et donc on a déterminé dans ce papier qu'il y avait 3 facteurs importants, 3 limites en fait, à la diffusion de connaissances. La première, c'est une absence d'identification des problèmes de santé publique et des populations exposées. Je vous passe le détail, ça continue sur 40 ans. Le deuxième, des limites imposées à la production, à la diffusion des savoirs, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cliniques spécialisées dont vous parlez, Emmanuel, dans les faits des trajectoires des patientes. Ces cliniques, ces lieux, ces cliniques spécialisées, en fait, ne sont absolument pas connus. En dehors des réseaux associatifs, elles n'ont aucun caractère officiel de quoi que ce soit, elles n'ont pas de budget spécifique, enfin voilà, entre autres. Et puis éventuellement les savoirs qu'elles produisent ne sont pas repris ou ne sont pas validés par un quelconque dispositif de l'EBM. Et enfin une généralisation tardive, c'est-à-dire que le Distilbène a longtemps été considéré comme un dossier à part, avant d'être relié par des voies assez compliquées détournées aux perturbateurs endocriniens par les acteurs eux-mêmes. Les acteurs, ici on parle de cliniciens, on parle du monde de la santé publique et pas, par exemple, du monde de la santé environnementale ou des toxicologues. Et donc, à partir de là, on va vous présenter une élaboration théorique et casuistique sur la base d'un certain nombre de critères. Alors, premier élément, on part de l'expérience des personnes. Donc, est-ce que ces personnes ont l'expérience d'une affection ou d'une absence d'affection? D'accord? Donc, première variable, donc, elles ne sont pas prises en charge pour une exposition au Distilbène, et elles ne pratiquent pas d'absence d'imputation. Alors le plus souvent, mais pas uniquement, c'est parce qu'elles ne savent pas du tout. Elles ne savent rien, en fait. Elles ne savent rien du tout. Donc voilà. Je dis elles, on passera au il à un moment donné. Donc sans affection, elles ont été simplement un statut qu'on appellera exposé, tout comme vous avez été exposé en rentrant dans cette salle à différents composés chimiques, mais vous ne le savez pas. Et avec affection, elle se considère simplement comme malade. Voilà. Malade, ça veut dire je fais 4 fausses couches, il y a peut-être un petit problème, ou j'ai telle ou telle affection, j'ai des problèmes gynécologiques depuis l'âge de 10 ans, j'en ai 35 maintenant, donc il y a peut-être quand même un problème. Voilà, ça c'est cette situation-là, mais elles peuvent aussi décider, tout en connaissant leur statut d'exposition, que telle ou telle affection ne relève pas d'une exposition au Distilbène, mais du hasard ou d'autres causes inconnues. Deuxième type de situation, donc elles n'ont toujours pas de prise en charge Distilbène, mais éventuellement d'autres types de prise en charge d'ailleurs. Et donc si elles n'ont pas d'affection, elles se considèrent à risque, c'est-à-dire j'ai été exposé au Distilbène, je le sais, on verra beaucoup de cas dans les trajectoires, je le sais, et donc je sais que par exemple c'est difficile d'avoir des enfants, je sais que je suis à risque de tel ou tel cancer, etc. Et atteinte, c'est une situation dans laquelle elles ne sont pas prises en charge Distilbène, mais elles considèrent que leurs affections, ou telle affection, relèvent de cette exposition. Et vous allez voir que la conséquence est non négligeable, le fait qu'il y ait cette disjonction entre un diagnostic porté par la personne elle-même et celui porté par des institutions qu'on va qualifier de médicales au sens large du terme. Et enfin, une situation qui est celle qui est largement, normalement, traitée par la sociologie médicale, et notamment la sociologie des relations médecin-patient, tout ça, dans lequel, idéalement, c'est pour ça que c'est en vert. Donc, on a d'un côté, sans affection, en fait, des personnes qui sont surveillées, on en a largement parlé ce matin,
ou des personnes qui sont des patients parce qu'ils ont une infection, ils ont une prise en charge qui correspond à cette affection, et on a un monde médical qui tourne parfaitement bien avec tous les problèmes qu'on a par exemple évoqués dans la situation précédente. Donc il y a des tas de problèmes à résoudre, mais en tout cas il y a un certain nombre de questions qui sont évacuées, c'est-à-dire qu'en gros il y a un relatif accord entre patients et personnel médical sur ce dont on souffre, et éventuellement, s'il y a une étiologie, des causes de cette affection. Donc gardez bien en tête ces 6 cases, elles vont revenir tout au long de l'exposé que maintenant va faire Emmanuel sur les différentes trajectoires, sachant qu'on va commencer par des situations dans lesquelles les personnes, les filles, connaissaient leur exposition et donc vont se considérer comme à risque, et ensuite on verra toute une série de trajectoires dans lesquelles, et qui sont d'après nous majoritaires, et dans lesquelles elle ne connaissait pas la situation. Bien évidemment, l'enquête a nécessité qu'à un moment donné ou à un autre, les filles connaissent leur situation. Parce qu'on avait du mal, sinon, à les récupérer sous une forme ou sous une autre. Par contre, comme vous le verrez, il y a beaucoup de trajectoires où elles l'apprennent en fin de course. Voilà, donc je donne la parole à Emmanuel pour 7 trajectoires différentes de mémoire. Oui, c'est ça, cette trajectoire. Donc, on a essayé un petit peu, en sélectionnant les trajectoires de ces 7 personnes distinctes, de vous donner un aperçu relativement complet et contrasté des différentes trajectoires cliniques de ces personnes. Alors, la première, Elsa, qu'on a appelée Elsa plus exactement. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'on est dans un cas qui serait, si ce n'est idéal, parce qu'elle a quand même des atteintes tout à fait graves, mais en tout cas, voilà, c'est une jeune femme, enfin une très jeune fille qui connaît son statut et qui va bénéficier d'un bon diagnostic et d'une prise en charge adaptée, c'est-à-dire par des personnels soignants qui s'occupent spécifiquement de FIDES. Alors, Elsa, elle est née en 65, elle sait donc qu'elle a été exposée in utero au Distilbène, elle sait donc qu'il y a des risques associés, effectivement. À 21 ans, elle développe une tumeur au vagin qui est très très rapidement identifiée comme un cancer ACC typique. Et l'oncologue qu'elle consulte en province a entendu parler d'un protocole de traitement spécifique qui a été mis en place à l'Institut Gustave Roussy par le professeur Gerbollet, qui est un protocole tout à fait unique en France, puisque il a réussi à mettre au point une curithérapie conservatoire qui lui permet d'éviter auprès de ces très jeunes femmes de l'ablation de l'utérus, du vagin, etc. Et donc de conserver une possibilité reproductive, etc. Donc, elle est traitée, bien traitée, et elle est ensuite surveillée, évidemment, de très très près. Elle fait 7 fausses couches, puis au terme d'une grossesse très surveillée et tout à fait rocambolesque, elle parvient à mettre au monde une fille qui est prématurée, qui a des gros problèmes d'alimentation et de digestion durant les 3 premières années de sa vie, mais qui ensuite va bien. Alors Elsa, elle souffre de nombreux problèmes de santé post-cure cancer que vous évoquiez tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, elle est évidemment suivie de très près, mais pour des polypathologies, dans le cadre d'une surveillance un peu tous azimuts, qui mobilise quand même toute une série de spécialistes dans différentes disciplines. Et depuis peu, Elsa a appris qu'il y avait des risques pour la 3e génération. Et donc, sa jeune fille, qui est désormais une jeune adulte, est également surveillée aujourd'hui. Elle est née en 92, sa fille. Donc, vous voyez, là, on est dans le cas de la pathologie la plus sévère, mais bien suivie, dans le service ad hoc de l'IGR. Et d'après le chef de ce service que nous avons rencontré et l'épidémiologie, les quelques études épidémiologiques qui ont été faites, les 3/4 des cancers ACC Distilbène français sont parvenus à
jusqu'à ce service et ont pu être pris en charge dans les conditions optimales. Mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même donc un quart des cancers d'Istilbène des très jeunes filles qui ont échappé. Et par ailleurs, ce qu'on va voir avec les trajectoires suivantes, c'est que dans des cas, entre guillemets, moins graves ou moins spécifiques, la non prise en charge, en fait, est beaucoup plus commune, y compris pour des femmes qui connaissent dès le départ leur statut. Alors, c'est par exemple le cas de Agnès. C'est un cas qui a été décrit dans Libération en 1983, lorsque le problème du Distilbène a commencé d'être publicisé en France par une jeune médecin clinicienne, Anne Cabot, qui lisait la littérature américaine et qui constatait auprès de sa patientèle des récurrences de malformations utérines, qui a fait le lien un petit peu avec ses lectures américaines et qui, du coup, avait engagé une recherche auprès des adhérentes de la MGEN. Et au terme de la publication de ces travaux, il y a eu une grosse mobilisation médiatique. Le Monde avait titré « Les enfants du Distilbène, une catastrophe médicale », etc. C'était la première fois en France que cette affaire était un peu publicisée. La réaction des pouvoirs publics et de la profession médicale dans son ensemble a été de dire non, c'est pas pareil qu'aux États-Unis, c'est pas les mêmes doses, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, il y a eu quand même une série d'alertes publiques. Et c'était à cette occasion que le cas d'Agnès avait été décrit dans le journal Libération. Alors Agnès, elle sait également qu'elle est exposée, elle sait qu'elle est à risque. C'est une adolescente dans les années 70. Et puis, elle sait qu'elle va peut-être avoir du mal à avoir des enfants, que si elle est enceinte, elle aura peut-être des difficultés au cours de sa grossesse. Bon, toujours est-il qu'au début des années 80, elle est enceinte et que tout se passe bien durant les 3 premiers mois. Mais au bout de 3 mois de grossesse, elle a des contractions violentes. Elle a prévenu l'équipe obstétricale qui la suit qu'elle est une fille d'Istilbène. À l'occasion de ces contractions, elle se rend à la maternité. Et là, en fait, le lien avec le Distilbène n'est pas évoqué. On la renvoie chez elle avec un traitement contre une infection urinaire. Une semaine plus tard, elle revient à l'hôpital en catastrophe et là, fausse couche. Ce n'est qu'ensuite que le Distilbène fait l'objet d'interrogations, qu'une hystérographie est prescrite qui révèle effectivement la fameuse configuration de l'utérus santé bien connue chez les filles d'Istilbène. Et là, du coup, l'équipe médicale qui la suivait pour sa grossesse lui conseille de se tourner vers l'adoption. Donc, face à cela, elle se mobilise un petit peu avec les moyens du bord. Elle va voir elle-même le docteur Cabot, qu'elle connaît par sa mère qui était enseignante donc à la MGEN. Et elle rentre dans la patientèle du docteur Cabot, qui lui dit qu'elle pourra sans doute avoir des enfants à condition d'entrer dans un suivi clinique très strict, avec cerclage, repos, etc., si elle est enceinte. Voilà. Donc, elle rentre enfin dans un suivi adapté. Alors ça, c'est un type de trajectoire extrêmement fréquent. On va le voir notamment avec le cas d'Hortense. Là aussi, Hortense, elle connaît son statut, mais néanmoins, elle rentre dans une très longue carrière de fille d'Istilbène. Alors, Hortense, elle est née à la fin des années 50. Elle connaît sa situation, sa condition, les problèmes en cas de grossesse. Elle est enceinte au début des années 90, donc 10 ans après Agnès. Elle informe l'équipe, mais voilà, elle n'est pas prise en charge par une équipe spécialement au courant des questions du Distilbène. Et à 6 mois, accouchement prématuré. Donc, elle a né, son fils est par conséquent très, très lourdement handicapé. Et c'est suite à ce drame qu'elle prend, là aussi, les choses en main, recherche une consultation spécialisée, devient une patiente surveillée. Elle entame une seconde grossesse qui se passe mieux. La petite fille naît un petit peu en avance aussi, mais à 7 mois et demi. Donc, ce qui fait qu'au final, tout va bien pour cette deuxième enfant. Donc, alors aujourd'hui, Hortense, elle est dans une
vigilance active. Elle surveille de près sa ménopause, notamment au regard du risque de cancer du sein. Elle se considère comme à risque augmenté. À ce titre, elle refuse toute thérapie hormonale de substitution, mais c'est une initiative, j'ai envie de dire personnelle, parce qu'il n'y a eu aucune alerte à destination des filles d'Istilben spécifiques autour de ces fameuses thérapies. Par ailleurs, le cas d'Hortense et de son fils a permis aussi de publiciser le problème de la 3e génération et des ce qu'on appelle les victimes en cascade du Distilben. Alors, c'est vrai que son fils, il ne souffre pas à proprement parler d'une pathologie Distilben. Il est lourdement handicapé du fait de sa prématurité. Mais au terme d'un très long combat judiciaire, Hortense a obtenu que la responsabilité du laboratoire commercialisant le Distilben soit reconnue pour le handicap de son fils, compte tenu de la malformation utérine ayant engendré la prématurité, ayant elle-même entraîné le handicap. Alors, vous voyez, 10 ans ont passé depuis la fausse couche d'Agnès, mais il faut une grossesse avec des suites dramatiques pour qu'une prise en charge adaptée soit mise en place. Et dans notre enquête, on a constaté un cas tout à fait similaire en 2012 d'une jeune femme qui a fait une fausse couche tardive alors qu'elle était suivie dans une maternité parisienne tout à fait prestigieuse. Donc voilà, ce ne sont pas seulement les scories du passé. On va passer maintenant à des populations qui ne connaissent pas leur exposition, mais qui l'apprennent plus ou moins tardivement dans leur trajectoire clinique et biographique. Alors, c'est notamment le cas de Clémentine. Alors, Clémentine, elle découvre son statut un peu au milieu de son histoire reproductive, et à partir de là, elle va tenter de bricoler entre la prise en charge locale dont elle bénéficie assez facilement et une prise en charge qui serait adaptée, mais qui est en revanche à distance. Alors Clémentine, elle est née en 60. Au milieu des années 80, elle fait 3 fausses couches, puis une grossesse pathologique qui est suivie de la naissance d'une petite fille qui naît malade, avec des problèmes assez importants, même si elle va relativement bien aujourd'hui. Elle naît sans thyroïde, elle a une détresse respiratoire au début de sa vie, etc. Et à partir de là, Clémentine se lance quand même dans des investigations, elle se pose des questions, et au terme différents examens gynécologiques, effectivement, on découvre un utérus santé, petit, avec béance du col. Mais le diagnostic d'Istilben n'est pas du tout posé par le médecin. En fait, il va être suggéré par le père de Clémentine, qui, quelques mois plus tard, revient des États-Unis, où là, en revanche, le problème est pas mal publicisé et discuté dans l'espace public. Donc là, voilà, ça y est, elle est consciente qu'elle est une patiente à risque, mais sans prise en charge spécifique. Elle refait une fausse couche tardive, cette fois, et là, ça y est, elle l'attribue au Distilben. Donc, elle va rentrer en contact avec le réseau associatif, à l'époque c'est Infodes, et elle est à nouveau enceinte en 89, grossesse pathologique, une fois de plus, accouchement prématuré, mais elle commence à mettre en place, elle sait qu'il faut qu'elle se repose, etc. Donc, elle bricole quand même un peu elle-même des solutions pour mener au mieux cette grossesse qu'elle sait risquée du fait du Distilben. Et en 93, elle a une autre grossesse qu'elle elle renforce un petit peu le bricolage entre guillemets avec des échanges à distance avec une consultation spécialisée. Et idem 2 ans plus tard. Donc, 2 autres enfants naissent et qui ont des petits problèmes à la naissance que ni elle, ni à aucun moment les équipes pédiatriques ou médicales n'attribuent au Distilben. La question n'est même jamais posée quant au problème de ces enfants à la naissance. Alors que, dans le même temps, on a quand même des travaux de recherche en physiologie du développement qui ont montré ce type d'effet pour les perturbateurs endocriniens. Voilà, parcours de Sophie, là aussi, découverte tardive, et on va voir d'une certaine manière son parcours clinique
l'a toujours empêchée de devenir une patiente d'Istilben. Alors, elle est née beaucoup plus tard, Sophie, en 1974. Elle découvre à 19 ans qu'elle a une malformation de l'utérus, mais elle le découvre au terme de problèmes gynécologiques très très importants depuis sa puberté. Découvrant cette malformation utérine, elle a une opération d'hystéroplastie, d'agrandissement pour tenter d'avoir des règles normales et aussi de se donner des chances d'une fécondation naturelle, une fécondation qui ne se fera jamais. Et c'est seulement au début des années 2000 qu'elle lit dans la presse féminine un article sur le Distilben, du coup, qui la questionne un peu. Elle interroge sa mère qui lui dit « Bah oui, effectivement, j'ai pris ça quand j'étais enceinte de toi. » Donc, à partir de ce moment-là, elle arrive à relier l'ensemble de ses problèmes aux produits. Elle rejoint l'association Réseau d'Est, elle devient une militante active et elle se tourne vers des consultations, enfin la consultation spécialisée en PMA auprès des filles d'Istilben. Mais en fait, du coup, celles-ci sont très, très réticentes à s'engager dans un parcours de procréation médicalement assistée du fait de son utérus cicatriciel consécutif à l'opération qu'elle a subie. Alors, d'une certaine manière, hein, on a tenté de réparer, entre guillemets, en tout cas d'agrandir la cavité utérine, etc., de résoudre les problèmes de col, mais en même temps, on a complètement fragilisé cet utérus chez une fille d'Istilben, donc finalement, en obérant plus qu'en améliorant les chances d'une grossesse à venir. Du coup, Sophie ne renonce pas, elle veut absolument être mère, et là, elle rentre dans un parcours de PMA qui dure des années, auprès de spécialistes qui ne connaissent pas du tout le problème d'Istilben, donc elle est bombardée de traitements hormonaux, et là, on peut, pour le coup, voilà, quand les prises en charge ne sont pas adaptées, le glissement vers la iatrogénie est très très rapide. C'est aussi au prix d'un coût financier est tout à fait important. Et à l'occasion d'un épisode pathologique grave, elle tombe, entre guillemets, quasi par hasard, sur son dossier dans un service d'urgence, et elle découvre que là, depuis 1993, il y a marqué Distilben, point d'interrogation, dans son dossier. Bon, et sans qu'elle en ait été jamais informée. Bon, finalement, donc cette jeune femme va choisir d'adopter, elle va s'engager dans un parcours judiciaire dans lequel elle est encore aujourd'hui. Le cas de Cécile également, pareil, je ne sais rien pendant longtemps, et quand je sais quelque chose, eh bien, il est trop tard. Alors Cécile, elle est née au début des années 60, elle fait 6 fausses couches au cours des années 90, et elle voit au début des années 2000, je crois que c'est en 2002, sur Arte, le documentaire Sans principe ni précaution qui traduit Distilben, et là, ça ressemble beaucoup à mon histoire. Elle se tourne vers le réseau d'Est, donc l'association Princeps, et elle fait l'hypothèse du diagnostic d'Istilben. Du coup, elle s'engage dans des investigations médicales qui confirment tout à fait son exposition. Elle se tourne donc enfin vers des consultations spécialisées, mais du point de vue reproductif, il est trop tard. Donc, voilà, c'est une patiente surveillée de manière adaptée, mais pour les pathologies des femmes mûres, et notamment le surrisque de cancer du sein. Enfin, dernière trajectoire qu'on voulait évoquer, qui n'est pas celui d'une femme, hein, c'est la trajectoire d'Axel, qui nous paraissait intéressante d'évoquer ici, parce que Axel est le parent d'enfants qui vont avoir des problèmes psychiatriques les conduisant au suicide. Donc on va poser une nouvelle série de questions quant au risque associé à l'exposition au Distilben avec ce type de cas. Et la question du sexe de la descendance pointe ici du côté des fils autant que des filles. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, ces fils, ils ont été plus encore négligés que n'ont été les filles d'Istilben. Alors, ce monsieur-là, Axel, il a plusieurs enfants. Pour certaines des grossesses, sa femme a pris du Distilben, pour d'autres non.
Et parmi ces enfants, il y en a plusieurs qui, au moment de l'adolescence, font des décompensations psychiatriques, suivies de parcours très très lourds, au terme desquels il y a donc un suicide. Et en revanche, d'autres enfants n'ont pas ce type de parcours. Donc Axel s'engage dans une recherche des causes et en regardant un petit peu le dossier de chacun de ses enfants, y compris avec la grossesse, il attribue au Distilbène la possibilité, en tout cas, il évoque la possibilité que le Distilbène, parce qu'effectivement, ceux qui ont eu des parcours psychiatriques qui se sont suicidés ont tous été exposés in utero. Donc, il y a une inquiétude, du coup, qui germe dans son esprit, non seulement pour l'ensemble des enfants qui ont été exposés, et il va essayer d'enrôler autour de sa cause pour que ces enfants nés de mères ayant pris du Distilbène soient systématiquement suivis, notamment au moment de l'adolescence. C'est sur la base de ce premier travail d'investigation que va se créer ensuite une seconde association qui s'appelle Orage, en bricolant comme ça un petit peu des cohortes, en collectant des cas cliniques, en essayant d'enrôler des chercheurs pour les sensibiliser à la question des effets psychiatriques notamment, et en tout cas d'étendre le soupçon et la surveillance à l'ensemble de la descendance. Donc, à l'inverse, ils obtiennent quand même une recherche épidémiologique qui soit menée, qui est financée par l'AFSAPS et qui est menée par une psychiatre de l'INSERM, mais qui aboutit à des résultats non concluants. Donc, bien qu'ils ne soient pas suivis par, on va dire, certains... soutenu par cette recherche-ci, j'ai presque fini, ils continuent d'investiguer, mais pendant ce temps-là, leurs enfants sont considérés comme de simples malades atteints de troubles psychiques ordinaires et ne bénéficient pas d'une prise en charge adaptée. Donc je donne la parole à Didier, parce que je crois que j'étais un peu longue. Non, je ne sais pas, en fait. Donc, pour conclure, deux transparents. Le premier... Pour dire qu'on a traité vraiment là, vous l'avez vu, de l'aspect diachronique et de voir comment, à travers une trajectoire, on a différentes épreuves et des transformations en fait, du statut des personnes du point de vue de leur expérience et de leur prise en charge, évidemment, au niveau médical. Mais qu'on peut considérer aussi que, en fait, si on regarde les cas précisément, une personne, à un moment donné, peut porter plusieurs états, c'est-à-dire être reconnue pour telle ou telle affection, mais pas pour telle autre. Rappelez-vous d'Hortense, qui à la fois est surveillée pour le cancer du sein, mais qui en même temps, spontanément, dit « mais moi je suis à risque, donc je ne fais pas de THS ». Et on peut avoir en fait collecté tous les statuts, que ce soit pour sa propre personne ou pour extension dans le cas qui nous intéresse, pour sa descendance. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a bien aussi une synchronie à traiter par rapport à ces catégories. Et le deuxième point en conclusion, c'est en fait de proposer une grille générale, puisqu'au-delà du Distilbène, il nous semble que notamment dans le cadre d'un certain nombre d'expositions environnementales, on peut généraliser ces statuts. Suivant donc les trois critères qui sont importants, suivant que la personne ressente des affections ou pas, suivant qu'il y ait une imputation ou pas à tel ou tel facteur, qui nécessiterait des formes de suivi clinique particuliers, ou l'inclusion par exemple dans des cohortes épidémiologiques, enfin de la production de données sous une forme ou sous une autre, et suivant qu'il y ait donc une prise en charge spécialisée ou pas de prise en charge spécialisée. J'insiste sur spécialisée, puisqu'on l'a vu dans ce cas-là, mais comme il y a des psychologues, des psychiatres et des psychanalystes, on a vu aussi dans le cas d'Istilbène des prises en charge qu'on peut qualifier, si ce n'est diatrogène, en tout cas d'inutiles, quand par exemple un certain nombre de ces femmes ont été prises en charge pour leur absence d'enfant et qu'évidemment on imputait à leur parcours personnel et biographique, mais non somatique et médical d'exposition, les causes de cette absence d'enfantement. Merci beaucoup.